nous reprenons enfin un cycle de conférences qui a été largement perturbé depuis juin dernier. Nous n'avons pas pu remettre des conférences. Alors aujourd'hui, c'est encore en public restreint, c'est-à-dire que ce n'est pas tout public, mais à partir du 19 novembre, ça va de nouveau s'ouvrir au public extérieur et évidemment à tous les étudiants qui le souhaitent, avec inscription préalable pour le public externe et contrôle du pass sanitaire. On ne peut pas faire autrement, mais c'est à ce prix-là que nous pouvons reprendre ensemble, avec plaisir, le cycle de ces conférences-là. Vous avez dû normalement recevoir la newsletter du pôle culture sur vos boîtes Univ. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en droit de vous plaindre à moi-même et aux équipes du pôle culture, qui reprend donc l'ensemble des actions prévues jusqu'en décembre. Alors, l'UNESCO et l'Université de Nantes portent depuis 2016 la première et unique chaire au monde spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants. L'actualité tragique partout dans le monde alerte toutes les autorités publiques démocratiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, à la pensée complexe, aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité aussi d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et à la lutte contre tous les dogmatismes. Les enjeux de la pratique de la philosophie avec les enfants rejoignent très étroitement les objectifs et les valeurs de l'UNESCO. Trop souvent réduite à l'enseignement secondaire ou universitaire, la pratique de la philosophie est pourtant un des moteurs essentiels pour développer l'esprit critique, les compétences démocratiques, l'empathie, l'ouverture et le dialogue interculturel, autant de thèmes qui intéressent évidemment l'université qui donc accueille cette conférence. Le thème de votre conférence, Edwige et Christian, porte aujourd'hui sur la fraternité et la laïcité à l'école. Je vous remercie donc très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation et vous laisse donc la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Jean-Louis, on est vraiment ravis, extrêmement honorés. Encore merci à toute l'équipe de l'université de nous accueillir toute cette semaine qui se termine par cette conférence. Voilà. Alors on y va, c'est parti sur le contenu. On va essayer de ne pas trop déborder et de laisser une dizaine de minutes de questions. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, il y aura des questions. Hein. Voilà, donc on vous laissera la parole à la fin de cette conférence. Alors, on va commencer par décrire une image, peut-être, voilà, parfait, une image qui est décrite d'un documentaire français qui est sorti sur les écrans en 2010, Ce n'est qu'un début. C'est un documentaire extraordinaire et qui nous apprend beaucoup de choses sur les effets à long terme de la pratique d'ateliers de philosophie dès l'école maternelle. Ils ont filmé pendant 2 ans les mêmes enfants, moyenne, grande section, d'une école de l'académie maternelle de l'académie de Créteil. Alors je redécrirai cette image juste après une petite vidéo. La production du documentaire a interrogé les parents pour savoir comment ils recevaient le fait que leur enfant ait des moments de discussion, de réflexion sur des questions qui peuvent être délicates, complexes, voire angoissantes, comme la mort, évidemment, l'amour, le bonheur, la justice, la liberté. Donc on va d'abord laisser la parole aux enfants, aux parents et à la maîtresse qui sont intervenus dans ce documentaire. Et après, je reprendrai sur l'analyse de cette image. Ce matin, nous allons faire de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie avec vous? Parler. On va parler. Vous avez besoin de Réfléchir. Vous êtes prêts? C'est quoi l'amour? L'amour, ça veut dire que les papas, après, ils sont amoureux des mamans. C'est le code. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le code. C'est le code. C'est quoi ce code? Le code de l'amour. C'est le code de l'amour. Parce qu'une fille, ça peut pas être amoureuse d'une autre fille. Ça La dernière fois, tu m'as dit, est-ce que tu peux encore être mon amoureux? Et maintenant, tu me dis quoi? J'ai vu les enfants tels qu'ils ont été petits, là ils ont vraiment grandi avec les ateliers. Ça leur a permis vraiment de s'évoluer, de penser, je ne sais pas comment dire ça, quoi, de s'exprimer mieux par rapport peut-être à ce que nous on croyait, quoi.
Moi, le changement que je vois, c'est par rapport à l'écoute des autres. Je vois qu'à la maison, non, mais en atelier philo, il arrive à laisser parler les autres, il arrive à lever le doigt, chose qu'il faisait pas forcément. On appelle ça, vous avez besoin de... Réfléchis. Ah, de réfléchir. C'est-à-dire qu'elle a toujours un petit temps de réflexion. Quand on lui pose une question, elle est là. Oui, mais alors je pense. Donc le je pense, elle ne l'utilisait jamais. Maintenant, elle l'utilise quasiment tout le temps. C'est quoi? La mort. Il y a des pays qui sont morts. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est à cause du journal. Les journaux, ils parlent tout le temps de la mort. Mais pourquoi ils en parlent tout le temps? Ils disent quoi? Eh ben, ils disent des choses pas bien. La télé, quand on sert martiaux, on voit des feux. Dans nos coutumes, nous, c'est des choses dont on ne parle jamais parce que la mort, ça porte malheur. Le fait de l'avoir abordé dans la classe, du coup, même nous, ça nous ouvre et on en parle avec elle. Quelqu'un qui a tué quelque chose. La résidence qui est juste à côté. Qui a tué quoi? Myron, s'il te plaît. L'école maternelle de Prévert. Et qui a tué quoi? Il y avait un petit pirate avec un pistolet. Tu sais ce qu'il a fait? Il a tiré. Je pense au niveau de l'expression des enfants, les échanges, la façon de s'exprimer, la façon de... dans leur comportement, dans leur attitude, ça n'a rien à voir. Où est-ce qu'on va quand on meurt? Alors moi, instinctivement, je dis, dans le ciel. Dans le ciel. Mais alors, je veux plus prendre l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de morts dans le ciel. Là, le fait qu'ils soient depuis tout petit des enfants différents ou qu'ils abordent des sujets comme ça peut que le rendre plus ouvert aux autres. En fait, je pense qu'en tant qu'adulte, il sera peut-être plus ouvert que nous, ou plus préparé à certaines situations. Il s'est joué beaucoup de choses là avec les parents parce que les enfants commencent à me dire moi j'ai parlé de ça avec papa et maman dans la voiture. Moi j'ai parlé de... Voilà, donc je pense que les parents comprennent qu'il se joue quelque chose aussi avec eux, que important, ça va les aider aussi à répondre à des questions qu'ils ont à la maison. Donc je pense que pour certains parents, oui, ils le préparent vraiment en amont. Et on le sent dans des réflexions plus abouties. Moi, je suis un petit peu métisse et elle est beaucoup plus métisse que moi. J'aime bien être blanche. Moi, j'aimerais bien être blanc. Et pourquoi noir. Et tu veux qu'on parle de quoi en philo la semaine prochaine? Les papas et les mamans, ça sert à quoi? La liberté, c'est quand on va tout seul dehors. C'est quand on sort de prison. Plus le sujet est dur pour nous, du moins plus on a du mal à parler du sujet, plus ça l'intéresse. Il nous pose des questions des fois, on essaie de répondre le mieux possible, mais bon, comme on vous a dit, c'est compliqué, quoi. On est que des humains. Ouais. Avec des parents, j'ai envie de dire. Aussi, ouais. Vous pensez que les adultes sont plus intelligents que les enfants? Non, parce qu'il dit, tu sais rien. C'est des choses quand même. Ouais, c'est bon. Bon, je vous invite évidemment à regarder le documentaire dans son intégralité. Vous m'entendez? Ça va? Ouais, ça marche bien. Okay. Super. Donc, alors, je vais commencer par décrire cette image qui est issue de ce documentaire. Vous reconnaissez peut-être la maîtresse, Pascaline, et les enfants. Cette image, elle dit beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'un atelier de philosophie avec les enfants. Parce que peut-être que quand vous avez vu l'intitulé de la conférence, vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce truc, philosophie et enfants? Alors on vous rassure tout de suite, un atelier de philosophie avec les enfants, c'est pas comme un cours de philosophie de maternelle où on va expliquer aux enfants la pensée d'Heidegger ou de Kant, d'accord? On est d'accord, c'est pas ça. Voilà. Ce sont des ateliers où les enfants vont discuter, penser, réfléchir ensemble sur une grande question que les humains se posent depuis toujours. Voilà l'idée. D'où, vous voyez déjà une disposition en cercle ou en U, en cycle 3, voilà,
où, et ça va être très important, tout le monde va pouvoir se voir. Christian va en reparler tout à l'heure du face-à-face des visages, voire même des regards qui peuvent être intenses, voilà, quand on se parle, quand on discute et quand on réfléchit ensemble sur une grande question qui nous concerne tous. Bon. Disposition en cercle. Ce qui va se jouer dans l'atelier de philosophie, c'est de l'intelligence collective. Voilà. On a besoin de tous les cerveaux et de tous les neurones disponibles dans cette salle. Hein. Parce que la question qu'on va se poser aussi, et vous voyez que la maîtresse, elle est assise avec les enfants, c'est une question donc, que les humains se posent depuis toujours. Vous voyez, lui? C'est la marionnette de quel philosophe? Hein? Ah, Socrate. Voilà. Donc partout où on va, voilà, quand on anime nos ateliers, on a notre Socrate avec nous. Et ça permet d'expliquer de façon, vous voyez, très facile aux enfants que c'est grand en philosophie. On réfléchit. Alors ça, c'est vraiment, on fait la gymnastique du cerveau. On va s'entraîner à réfléchir le mieux possible. Et on va réfléchir pas sur n'importe quelle question. On va réfléchir sur une question. La science ne peut pas y répondre. C'est une question qui est universelle. Tous les humains sur cette planète se la posent. Elle est intemporelle. Ça veut dire que Socrate, il se la posait déjà. On se la pose, nous, encore aujourd'hui. Et dans 2500 ans, s'il y a encore des humains sur cette planète, eh ben, ils se la poseront toujours. C'est dire si elle est compliquée, cette question. Hein. Voilà. Donc on a besoin de tout le monde. Et c'est l'idée aussi que la maîtresse ou le maître, quand il pose la question, ou quand il fait formuler des questions philosophiques aux enfants, ça c'est un peu bizarre, hein, mais il n'a pas la réponse. Parce que tout simplement, la réponse, elle n'existe pas. C'est le propre de la question philosophique. Est-ce qu'on peut avoir le droit de mentir? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir juste? Est-ce qu'on peut, c'est une question que m'ont formulée des enfants de CE2 il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on peut être heureux et méchant? Parce que si ça tombe, les méchants, ils sont plus heureux que les gentils. Ça c'est une question ça. Alors il vaut mieux être méchant? Je sais pas moi. Et bien Socrate, vous voyez, il se la posait déjà. Et l'idée c'est donc, il n'y a pas qu'une façon possible de répondre à cette question. Par contre, il y a plusieurs réponses possibles. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je pense plutôt ça. Moi, je pense plutôt ça. Moi, je pense plutôt ça. Et la pratique de la philosophie, c'est l'idée qu'on va prendre le temps. Et le temps, ça va être un temps sur le long terme aussi. C'est pour ça que c'est bien ce documentaire, c'est 2 ans. C'est une pratique qui exige de la patience et de la régularité pour pouvoir muscler notre esprit critique et notre capacité à essayer de nous forger nos propres opinions sur ces grandes questions qui sont si importantes quand on est un être humain. L'amour, le bonheur, la justice, je pense qu'on peut être tous d'accord, hein, c'est des questions importantes, c'est des questions essentielles, et ça vaut le coup de prendre du temps pour réfléchir ensemble. Ce temps de l'atelier philo, il est aussi ritualisé, vous le voyez sur cette image, par une bougie. C'est une très belle chose qu'a trouvé Pascaline, d'inventer ce petit dispositif où quand on est en philosophie, on va allumer une bougie, c'est un peu les lumières quoi, voilà. Parce qu'en philosophie aussi, il y a un rapport au temps qui est tout à fait particulier. Les Grecs appelaient ça le loisir. Pour philosopher, il faut du loisir. Nous, on dira plutôt aujourd'hui qu'il faut prendre le temps. On est dans une époque où tout s'accélère. C'est le titre d'un super documentaire d'ailleurs. Vous pouvez le noter, tout s'accélère. Super documentaire aussi sur l'urgence du temps aujourd'hui. On est tous débordés. Je ne sais pas, vous avez remarqué? Voilà. On zappe. Tout est dans l'urgence. On a le temps, on a l'impression même que le temps nous échappe. Voilà. Et le temps de la philosophie, c'est un temps où on fait pause. Voilà. On fait pause par rapport à l'urgence du quotidien et on prend le temps, même 20 minutes, même 40 minutes, même 1 heure par semaine pour réfléchir ensemble sur ces grandes questions. Voilà. Puis alors j'aime bien cette image aussi parce que vous voyez que Pascaline, ici, elle utilise des albums jeunesse. Alors je reviendrai très brièvement, mais c'est très important dans les ateliers de philosophie de nourrir culturellement la réflexion. L'atelier de philosophie, c'est pas un atelier de psychologie où on parle de son vécu, de son intimité en public, c'est pas du tout ça.
on va essayer de réfléchir sur cette grande question, et pour nous aider à réfléchir, il va y avoir les œuvres. Hein. Les récits, les peintures, les films, les cinémas, les séries, hein, pour les ados, les adultes. Hein. Ce sont des médiations culturelles qui nous sont absolument nécessaires pour pouvoir réfléchir sereinement, sortir du vécu et de l'intimité qui est trop chargé d'affect, mais on va réfléchir, on va vous montrer des exemples, hein, sur le bonheur, sur l'amour ou sur la différence, à partir d'albums, à partir d'un extrait de film, à partir d'un extrait d'animé, à partir d'une chanson, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, cette image, encore une fois, elle nous dit beaucoup. Alors, il faut souligner le paradoxe de la rencontre, hein, entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça vous a peut-être semblé un petit peu bizarre, hein, parce que la philosophie, et vous le savez, n'est enseignée, et c'est vrai partout dans le monde, soit qu'au lycée, terminal, soit même qu'à l'université. Aux États-Unis, par exemple, dans certains États, il n'y a même pas de philosophie au secondaire, c'est qu'à l'université. En France, la philosophie n'est enseignée qu'en lycée généraux et technologiques, et je le rappelle toujours, hein, pas professionnel. Ce qui exclut beaucoup d'élèves, ne serait-ce que de cette pauvre année de terminale, et qui, en fait, aussi fait... enfin, tout est fait pour que ça ne marche pas bien, quoi, l'année de terminale. C'est qu'une année, avec qu'un enseignant. Donc c'est aussi extrêmement lié, votre représentation de la philosophie, à la personnalité de l'enseignant. Et en plus, c'est l'année du bac. Il y a la dissertation, il y a le commentaire de texte, il y a le programme à finir. Bon. Petit sondage. Promis, ça ne sort pas d'ici. Voilà. La caméra, elle est fixée sur moi, pas sur vous. Qui a un bon souvenir du cours de philosophie de terminale? Ok. Qui a un très mauvais souvenir du cours de philosophie de terminale? Et là, vous vous êtes dit en rentrant dans la conférence, oh non, pas de philo. Voilà. Qui n'en a pas eu? Voilà. Ok. Eh oui. Alors, l'idée, vous voyez, hein, c'est nous, notre démarche. Vous parlerez de votre prof de philo à la pause, promis après. Voilà. L'idée, c'est d'abord, de démocratiser l'accès à cette discipline scolaire qui reste, vous le voyez bien, élitiste. Et c'est pas assez de faire de la philo. Il faudrait faire de la philo comme on fait des mathématiques, comme on fait des sciences, comme on fait de l'histoire. Ce n'est qu'un début à partir de 4 ans. Et c'est à cette condition-là qu'on arrivera effectivement à forger les compétences intellectuelles qui sont propres à la philosophie. Et c'est d'autant plus dommage, hein, que la philosophie commence justement quand on n'est plus un enfant, qu'il y a chez les tout petits enfants, et ça vous le savez, une expérience philosophique fondamentale. Les enfants ont une puissance philosophique énorme par une expérience qu'un autre philosophe qui s'appelait Aristote, alors il peut faire Aristote aussi, hein. C'est un pack philosophie antique, faites Socrate, Platon, Aristote, Épicure, peut tout faire, voilà. Et donc là, Aristote nous dit que ce qui distingue les humains des autres animaux, d'abord et avant tout, c'est la capacité à s'étonner. L'étonnement devant le monde. C'est parce que les humains sont capables d'étonnement qu'ils vont générer toutes les formes de pensée. Les mythes, les récits, les arts, les sciences, la philosophie, les religions existent d'abord et avant tout parce que les hommes sont capables de s'étonner devant le monde. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi? Et comment? Ça vous rappelle quelque chose? Et pourquoi? Et pourquoi? Et comment? Comme disent les parents dans le documentaire, hein, pose des questions. Hein. Ah. Moi, ma fille, quand elle avait 4 ans, est-ce que le premier homme avait une maman? Et je la voyais réfléchir. Parce que s'il a une maman, c'est pas le premier homme. Alors la maman du premier homme, est-ce qu'elle avait une maman? Et ça tournait espèce de... Voilà, c'est l'infini, quoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors ça, c'est Heidegger, c'est pas ma fille. Mais derrière les questions des enfants, on retrouve, quand on a un peu de culture philosophique, derrière les questions des enfants, on retrouve des grandes interrogations philosophiques. Bon. Et les parents, vous le voyez, hein, sont parfois totalement désarmés devant une question philosophique. Et comme je le disais en début de conférence, hein, c'est une question où la science ne peut pas y répondre, elle est abyssale. Mais elle est nécessaire quand on est un être humain. Donc saisissons ce moment de l'étonnement devant le monde pour commencer, ce n'est qu'un début, à s'entraîner et à donner du sens, voilà, au questionnement philosophique.
Alors la philosophie avec les enfants, ça se développe sous des formes extrêmement diverses que je n'ai pas le temps de décrire partout dans le monde, d'où une chaire UNESCO qui permet de coordonner un réseau international. Et elle est aussi préconisée, plus ou moins explicitement, dans certains programmes scolaires. En France, par exemple, dans les programmes d'enseignement moral et civique, vous avez le débat argumenté qui tient une place de choix. Et en fonction des ministères, ça c'est très fluctuant, le mot philosophie apparaît, disparaît, il apparaît, disparaît. Bon. Mais en tout cas, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, vous avez toutes les préconisations institutionnelles qui vous permettent de mettre en place ce type d'atelier de débat argumenté sur une question philosophique. Et la philosophie avec les enfants, elle est préconisée par l'ONU pour l'éducation à l'horizon 2030. Bon, c'est une préconisation, hein. Les États en font ce qu'ils veulent, mais c'est important d'un point de vue institutionnel. C'est une pratique qui est reconnue comme un levier pour la survie des démocraties, on va dire comme ça, quoi, et le développement de la pensée critique et complexe. Quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans, à travailler sur la philosophie avec les enfants, il n'y avait aucune ressource pour les enseignants. Aujourd'hui, 25 ans après, votre difficulté, si vous voulez animer des ateliers de philo avec des enfants dans vos classes, ça ne va pas être de trouver les ressources, ça va être de les choisir. Tellement en 25 ans, l'offre éditoriale en philo pour enfants a explosé. Donc le PowerPoint, vous l'aurez, hein, et on vous a mis quelques références de manuels, et c'est même pas exhaustif, hein. On vous a mis les meilleurs, c'est-à-dire c'est les nôtres. Voilà. Non, mais, et on vous donnera une bibliographie avec des sites internet, etc. Mais vous voyez, toutes les grandes maisons d'édition, si on parle que de la France, voilà, Hachette, Hatier, Retz, Nathan, ont publié des manuels pour les enseignants. Philosophie à partir des Walt Disney, il est super celui-là. La littérature de jeunesse, c'est le mien, c'est le meilleur. C'est celui-là que vous notez, voilà. Non, mais voilà, philosophie à partir des œuvres d'art, philosophie, vous voyez, philo-art, enfin, encore une fois, votre difficulté, ça sera plutôt de les choisir que de les trouver. Je continue. Alors, comment ça se passe un atelier de philosophie avec les enfants? Bon, comme je le disais tout à l'heure, les enfants sont en U, sont en cercle, et on va créer, j'aime beaucoup cette expression, une communauté, on est tous ensemble, de recherche, à chercher, philosophique. Ça, c'est une expression qui vient d'un philosophe américain, Matthew Lipman, qui a été un des tout premiers chercheurs à développer la philosophie avec les enfants. Et cette expression, pour moi, elle dit tout, quoi. Communauté de recherche philosophique. Et on est comme à l'intérieur d'un laboratoire. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Est-ce qu'on peut avoir le droit, parfois, de désobéir? À quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un? Ouah, la question. Eh bien, la classe, tout d'un coup, elle devient un laboratoire des idées, où chacun va pouvoir faire des hypothèses, changer d'avis, argumenter. On cherche tous ensemble. Voilà. Donc, à partir d'une problématique, a-t-on le droit de mentir? Ou peut-on être heureux et méchant? Ça, c'est des questions d'enfants. Hein. Les enfants vont être invités à formuler des hypothèses. Ben oui, ben non, ça dépend. Voilà. À évaluer, à justifier leur opinion. Est-ce que tu peux donner un exemple? On va leur demander d'argumenter. Est-ce que c'est toujours vrai? À quelles conditions c'est vrai? Et donc à évaluer, de façon collective, la validité rationnelle. Est-ce que ton idée, elle tient la route? D'un point de vue à la fois rationnel, mais aussi éthique. Est-ce que tu aimerais vivre dans un monde où, voilà, il n'y aurait aucune loi, où la justice et la vengeance, ce serait la même chose, ou etc. Bon. Et donc ils y développent. Alors c'est une visée, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment, on vise, c'est presque un pari déontologique de l'enseignant. Quand on met en place des ateliers de philosophie avec les enfants, on vise à développer chez eux une pensée qui sera à la fois critique, rationnelle, logique. Hein, la philosophie, elle repose aussi sur une logique. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'était la formule inscrite sur le lycée de Platon. Voilà, donc la logique, l'argumentation, mais aussi une pensée qui va être vigilante. On prend soin de nos idées, on ne dit pas tout et n'importe quoi, on réfléchit avant de parler. Et quand on dit quelque chose, on le dit authentiquement, sincèrement. Prendre soin de ce qu'on va dire et prendre soin des idées des autres. L'écoute. L'écoute, ça c'est une compétence essentielle qu'on développe à long terme, hein, vous voyez, hein, pour les ateliers de philosophie. Tu viens de dire quelque chose et je te regarde.
Et je prends en compte ce que tu viens de me dire, non pas pour être forcément d'accord avec toi, hein, mais pour te répondre. Voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord à certaines conditions. Et une pensée créative, on va beaucoup parler des histoires, du rôle des histoires dans ces ateliers philo. Ah, je suis trop long, ça va. Et donc c'est une expérience, moi je crois que le mot est très 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 important. On va pas faire de la philosophie, on va faire de la philosophie, on va philosopher. C'est une expérience sensible que vont vivre les enfants de la pensée commune, coopérative, qui fait le pari de développer l'esprit critique de chacun par la rencontre avec les autres enfants, les rencontres avec la maîtresse ou le maître qui apporte du vocabulaire, qui restructure les idées, la rencontre avec les œuvres. Qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que ce film, qu'est-ce que cette chanson, qu'est-ce que ce film m'apporte et me permet de mieux grandir, de mieux penser. Hein. Et on espère évidemment que ces ateliers de philo, en étant à la fois très ambitieux et très humbles, mais auront une répercussion sur le monde hein, dans lequel on vit. 3 enjeux principaux. Voilà. Ça, c'est une petite fille du Cap-Vert avec le mini Socrate. Vous voyez, Socrate, c'est super. Voilà. 3 enjeux. Pourquoi c'est important et pourquoi on défend, nous, la pratique de la philosophie avec les enfants? D'abord, il y a un enjeu éthique. L'enjeu éthique, c'est d'abord de reconnaître l'enfant comme un sujet à part entière. Tu as 4 ans, tu as 6 ans, tu as 12 ans, tu as 16 ans, hein, eh bien, tu as le droit, ici et maintenant, de te poser cette question sur le bonheur, sur l'amour, sur la mort, parce que c'est ta dignité d'être humain. Je vous ai mis une expression d'un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lévin, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie avec les enfants, et il disait qu'en philosophie, l'enfant, il est reconnu comme un interlocuteur valable. Jacques Lévin, il dit que trop souvent, quand un enfant pose aux adultes une question philosophique, parce que le premier homme avait une maman, hein, les adultes ont parfois trop souvent tendance hein, à éluder la question, vous allez vous reconnaître. Voilà. Soit en se renvoyant la balle, tu demanderas ça à papa, il est là-bas, vas-y. Voilà. Tu demanderas ça à la maîtresse elle sait, c'est tout. Voilà. La maîtresse dit, ouais, demandera ça à maman. Voilà. Soit à dire à l'enfant, oh là là, c'est vraiment trop compliqué et tu verras ça quand tu seras grand. Et l'enfant, il se retrouve tout seul avec sa question. Donc Jacques Lévin dit, proposer des ateliers de philosophie avec les enfants, même 20 minutes en maternelle, c'est reconnaître à l'enfant son sujet d'être humain qui a le droit de se poser cette question-là. Et pour suivre des ateliers de philosophie qui se déroulent au quartier mineur de la prison de Nanterre, près de Paris, hein, tous les vendredis, ces jeunes qui sont incarcérés ont la possibilité de suivre des ateliers de philosophie. Et quand j'y assiste, ce qui me marque le plus, c'est le redressement des corps. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont le dos courbé, ils ont leur capuche sur la tête, ils ne vous regardent pas, etc. Et on voit au fur et à mesure de cette heure d'atelier de philosophie, les corps vraiment se redresser, les visages se croiser et sortent de l'atelier en serrant les mains, enfin madame et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement impressionnant. C'est un enjeu éthique. Voilà. On fait de la philo parce qu'on sait que c'est une façon de reconnaître l'enfant comme un sujet. Il y a un enjeu qui est démocratique. Ce qui se joue dans l'atelier philo, c'est qu'on va apprendre à discuter pacifiquement ensemble à propos de nos désaccords. Parce qu'en philosophie, il y a un truc qui est sûr, hein, c'est qu'on ne va pas être d'accord sur la question qu'on se pose. Une question philosophique, elle ne fera pas l'unanimité. Il y a une pluralité de réponses possibles qui peuvent reposer sur des pluralités de croyances, de convictions politiques, de visions du monde. Et en philosophie, eh bien, on va discuter le plus pacifiquement possible, voilà, de nos désaccords. Ça, c'est un enjeu démocratique d'apprendre dès le plus jeune âge, voilà, à discuter, mais tranquille, ensemble, même si on n'est pas d'accord. Et Christian vous en reparlera même mieux que moi. Et puis il y a un enjeu politique au sens le plus noble du terme. L'UNESCO défend une vision démocratique et humaniste. Voilà, ça repose sur des valeurs particulières. Et nous pensons que la philosophie avec les enfants, c'est un des leviers. C'est pas une recette magique, on est bien d'accord. Hein. On est à la fois très ambitieux et très humble. Mais nous sommes persuadés que oui, si toutes les écoles du monde pratiquaient ce type d'atelier, eh bien on aurait un levier, effectivement, pour la vie démocratique et pour les valeurs humanistes. Je vous ai mis un petit diagramme qui
qui synthétise, vous l'aurez, hein, je ne vais pas le développer, je n'ai pas le temps, mais encore une fois, vous aurez le temps de le regarder tranquillement. Les compétences intellectuelles qu'on développe en philosophie, on développe la capacité à argumenter, une exigence de rationalité, on problématise. Est-ce que c'est vraiment si simple, ce que tu dis là? Donc c'est la pensée complexe, exigence d'ouverture d'esprit, et on conceptualise, on travaille sur les mots. Aimer ses parents, aimer son amoureux, aimer ses amis, aimer les fraises, on a le même verbe, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc il y a une exigence en philosophie de clarté et de précision. Il paraît qu'on est en guerre contre le virus. On peut être en guerre contre la nature? Ah, il paraît que la nature se venge. Intéressant ça. Elle a une intentionnalité, la nature. On travaille sur les mots. Et on va voir, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on ne sait plus quoi, à bout de discuter. Voilà. Bon. En tout cas, exigence, vous le voyez là, d'argumentation, de problématisation et de conceptualisation. Je vais vite? Tu me dis pour l'heure. Hein. Là, c'est quelques petites diapos. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une illustration de Claude Ponty. Voilà. Avec Adèle qui est en train de lire. Nécessaire d'offrir aux enfants pour ces ateliers des médiations culturelles. On philosophe extrêmement mal à partir du vécu et de l'intimité. On est trop dans l'affect. Voilà. L'intimité est une très mauvaise matière, surtout quand on débute, pour philosopher. Il faut mettre le vécu à bonne distance. Et la bonne distance, pour moi en tout cas dans mes recherches, j'ai fait ma thèse sur philo avec les enfants et littérature de jeunesse. Comment on peut apprendre à philosopher à partir des albums. Bon. Et pour moi, hein, je suis vraiment absolument convaincue que les personnages mettent à bonne distance affective la question philosophique. Si on réfléchit sur l'amour à partir de Cyrano, eh ben, je ne vais pas parler de ma vie amoureuse, parce que si je commence à réfléchir sur ma vie amoureuse, je peux être à un moment donné un peu débordée par l'affect. Voilà. Et en même temps, l'amour, c'est un concept qui est très abstrait. Donc on réfléchit à partir de personnages, Cyrano, Christian, Roxane. Cyrano, il dit qu'il aime Roxane. Et en même temps, il aide son rival à séduire celle qu'il aime. Vous trouvez pas ça bizarre? On peut aimer sans être jaloux? Et puis Roxane, elle est persuadée. Ah oui, non, peut-être. Alors on discuterait. Et Roxane, elle est persuadée que c'est Christian. Elle épouse Christian. Quand Christian meurt, elle s'enferme au couvent. On ne lui dit pas la vérité. On peut aimer et mentir. Cyrano aime-t-il Roxane? Alors on y va. Et on peut faire des super ateliers philo sur l'amour en mettant notre affect, notre vie amoureuse. C'est pas du tout le sujet de demander notre intimité en public. Et en plus, cette intimité-là, elle risquerait de nous déborder affectivement. Hein, mais c'est incarné par une situation et personnage qui va nous aider à réfléchir de façon sereine. Et donc vous pourrez regarder dans les différents manuels des références. En voici quelques-unes. Je vous parlais de Cyrano, il y a une adaptation absolument magnifique, voilà, qui est illustrée par Rebecca d'Outremer. Vous les connaissez sûrement, vous allez les connaître dans vos formations à ces auteurs jeunesse, Grégoire Solotareff, Maurice Sendak, Tommy Ungerer, Yacouba, extraordinaire Yacouba, le dilemme moral, les Philofables de Michel Piquemal, un recueil. Et puis il n'y a pas que les albums, hein, Harry Potter, avec la scène du choix-peau. Est-ce qu'on est libre de décider de notre avenir? Sur la liberté, le déterminisme, qu'est-ce que je ferai quand je serai grand? À quel point on est libre de choisir notre avenir? Voilà. Pocahontas, la chanson des sauvages. Les colons et les Indiens se renvoient l'accusation de sauvage. Ben, qui est sauvage? Les deux? Personne? Montaigne, hein, Relativité des mœurs. Qui est le plus sauvage, disait Montaigne, hein? Ceux qui mangent les hommes morts ou ceux qui les torturent vivants? Chanson des sauvages. Voilà. Balou, très épicurien notre Balou, parce qu'il dit qu'il en faut. Ah bon, et vous avez Bagheera dans l'extrait qui dit « Mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. » Alors qui a raison? Balou ou Bagheera? Et puis dans ce peu, qu'est-ce que c'est ce peu? Parce que si le peu c'est trouver l'amour de sa vie, ça peut être beaucoup, hein. Donc on va voir. Voilà, on va voir. Bon. Coco sur la mort, l'importance du souvenir. Voilà. On meurt quand il n'y a plus personne sur Terre qui se souvient de nous. Très belle idée, ça. Voilà. Et puis, voilà, plein de manuels de philosophie pour enfants qui vous aideront à relancer pendant les séances et à préparer vos séances. Encore une fois, vous voyez,
Ce n'est pas les supports qui manquent, bien au contraire. Et je laisse la parole à Christian sur la question plus spécifique de fraternité, laïcité. Et je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous montrer un exemple d'atelier. Merci. Alors quand on va voir les collègues enseignants pour leur parler de la philosophie avec les enfants, parfois une de leurs questions c'est mais bon, quel objectif exactement on poursuit, hein? Edwige a évoqué un certain nombre d'enjeux. Bon, bien sûr, puisqu'il s'agit de s'interroger sur ces grandes questions existentielles, universelles que tous les humains sont toujours posés, il y a une première catégorie dans le contenu un peu théorique de la discussion que les enfants commencent à travailler, qui est proprement philosophique, quoi. Ils commencent à hauteur d'enfant à réfléchir à la liberté, à l'amour, à la mort. Il y a aussi, Edwige l'a évoqué, un certain nombre de savoir-faire qu'on appellera des compétences de pensée, hein. Ils apprennent à argumenter, ils apprennent à conceptualiser, définir, si vous préférez, ils apprennent à problématiser, parce que pour définir ces grandes notions, là, la liberté, l'amour, le temps, hein, eh bien on rencontre des problèmes. Donc on développe des habiletés ou des compétences de pensée. Bon, et puis, comme ces ateliers philo, pas toujours, mais très souvent, ils se déroulent dans le dispositif, on va y revenir, qu'Edwige évoquait, on les met en cercle et puis ils discutent oralement ensemble, et bien évidemment, ils travaillent aussi des compétences, disons, d'expression à l'oral. Et puis même un petit peu plus que cela, parce qu'il s'agit de discuter collectivement et d'apprendre, de commencer à apprendre à maîtriser les règles de la discussion publique. Et ça, c'est important. Je ne sais pas comment s'est passée votre dernière discussion entre adultes, publique, ou votre dernière réunion, peut-être, publique, de travail. Est-ce qu'on s'y écoute ? Est-ce qu'on y fait preuve, effectivement, d'un certain nombre de qualités que l'on attendrait éventuellement des enfants, là, donc on est en train d'évoquer, à voir. Et donc c'est cela dont moi j'aimerais vous parler, hein. La troisième colonne, là, non pas des savoirs, disons, théoriques, non pas des savoir-faire en tant que compétences de pensée ou d'habileté orale, mais peut-être ce que j'appelle des dispositions éthiques et civiques, hein. Quelle qualité ce dispositif de la discussion à visée philosophique ou les ateliers philo, ça développe chez les enfants, hein. C'était le sens de ma recherche. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que la discussion à visée philosophique ou les ateliers philo, eh bien, nous partageons la conviction qu'ils sont non seulement préconisés par le programme d'enseignement moral et civique depuis 2015, hein, et depuis 2018 sous un autre intitulé, le débat argumenté, le débat réglé. Mais non seulement ils sont préconisés donc par l'enseignement moral et civique, et donc vous pouvez pratiquer les ateliers philo dans ce cadre-là, mais ils sont particulièrement adaptés pour l'enseignement moral et civique. Alors pour quelles raisons? D'abord, peut-être on peut se rappeler un petit peu ce que c'est que l'enseignement moral et civique. C'est l'objet d'une commande institutionnelle dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique, donc, dont je rappelle quand même l'intitulé, l'enjeu si vous préférez. Code de l'éducation, mission prioritaire, numéro 1 pour les enseignants que nous sommes, transmettre et faire partager les valeurs de la République. D'accord? Bon, ça c'est dans le BO, l'enseignement moral et civique. Hein. C'est l'enjeu de cet enseignement, transmettre et faire partager les valeurs de la République. Et alors évidemment, le danger dans cette affaire, c'est, ou plutôt la question, c'est comment on s'y prend exactement. Et je voudrais essayer de vous montrer que la discussion à visée philosophique ou les ateliers philo, eh bien, ils permettent de transmettre les valeurs de la République en évitant ce que j'appelle les risques d'incantation, d'injonction, voire d'instrumentalisation. Ça veut dire quoi? Bon, d'abord, pour savoir un petit peu où on en est, hein, jeter le mot laïcité dans une salle des maîtres, laisser infuser 30 minutes. On en parle ou on n'en parle pas? On botte en touche ou on en discute très sérieusement entre nous, en essayant peut-être de se mettre un tout petit peu d'accord entre nous, avant d'avoir la prétention d'aller peut-être les transmettre, les faire partager, les faire travailler avec nos élèves, hein. Donc l'enjeu, il est peut-être aussi pour nous d'une certaine façon, bien sûr, hein. Donc, éviter les risques d'incantation, eh c'est quoi? Ou d'injonction, c'est... Alors, la liberté, les enfants, vous notez, hein, c'est ça. Hein, 2 carreaux de marge, hein, et vous notez, je vous dicte, d'accord? L'égalité, c'est ça. Hein, la laïcité, c'est ça. Hein. Nous avons la conviction qu'on peut faire éventuellement autrement. Hein, autrement. Donc, transmettre et faire partager les valeurs de la République, si on veut éviter les risques d'incantation, et si on veut... pour les faire partager, susciter une adhésion à ces valeurs, hein,
eh bien ça ne se décrète pas. Soyez fraternels, c'est un ordre. Soyez fraternels. Ça, c'est l'injonction. Ça marche à votre avis? Donc la grande question, c'est comment on va s'y prendre pour essayer de transmettre et faire partager les valeurs de la République, en essayant de trouver peut-être une autre façon de faire que de leur donner d'une certaine manière. Hein. Dès lors, évidemment, si on considère que les valeurs de la République, ça ne se décrète pas, la fraternité, par exemple, ça ne se décrète pas, la question c'est comment on va faire pour susciter une adhésion à ces valeurs, en particulier, puisque c'est notre mission, auprès des enfants, auprès des adolescents. Alors, moi, je propose cette piste-là. Comment on fait pour susciter une adhésion à des valeurs? Il y avait un rapport qui avait précédé le programme d'enseignement moral et civique en 2015 qui donnait quelques pistes très précieuses. Ce rapport disait, si vous voulez véritablement transmettre et faire partager les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, il faut trouver des dispositifs pédagogiques. Si vous me voyez venir, les ateliers philo constituent un exemple de ce dispositif pédagogique qui permettent de cultiver ce qu'on appelle la triple dimension des valeurs. Je m'explique. Bien sûr, interroger avec les élèves le sens de ces idées un peu étranges sur lesquelles les humains, dans nos sociétés, ont l'air de beaucoup se disputer entre eux. Ils arrivent dans la société, ils entendent beaucoup de polémiques autour de la laïcité, autour de l'égalité, autour de la liberté. Ce sont des idées, des concepts qu'on appelle des valeurs. Ils sont très chargés affectivement, beaucoup de morale, beaucoup de politique autour de ces idées. Donc bien sûr qu'il faut les éclairer et les aider à s'interroger sur le sens, dimension intellectuelle. Mais mieux encore, Edwige l'évoquait avec par exemple la littérature de jeunesse, mieux encore essayer de leur faire éprouver la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Par exemple, au travers des personnages de la littérature, par exemple, au travers des personnages du cinéma. Nous sommes très affectés par les récits que nous trouvons dans la littérature ou le cinéma. Il y a des expériences psycho-affectives de la liberté formidables au cinéma ou dans la littérature. On sent la liberté. Et puis mieux encore, essayer de trouver des dispositifs pédagogiques qui leur permettent non seulement éventuellement d'éprouver, mais de vivre en acte la liberté, l'égalité, la fraternité. Dans ces dispositifs, on n'est pas en train de leur dire ce que c'est que la liberté, on leur fait expérimenter la liberté, on leur fait expérimenter l'égalité, on leur fait expérimenter la laïcité et la fraternité. Et alors, peut-être, on peut espérer qu'ils y trouvent de la valeur à ces valeurs, que ça devienne important pour eux, qu'ils y soient attachés. Voilà le maximum peut-être que nous pouvons faire, et c'est déjà beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire valoir ces valeurs, plutôt que de les prescrire, de les ordonner. Et pour les faire valoir, eh bien, il faut essayer de leur proposer de les expérimenter. L'idée est effectivement que la discussion à visée philosophique, les ateliers philo, eh bien, constituent une expérience en acte de la fraternité citoyenne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on y vit en acte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je m'explique. On y expérimente la liberté dans les ateliers philo. Vous avez vu les enfants, ils sont très libres dans leur expression. On leur tend le micro, on les considère comme des interlocuteurs valables. Ils éprouvent ce que c'est que la liberté d'expression plutôt que de l'entendre dans un cours. C'est une autre manière de le faire. On leur donne évidemment la liberté de parler, dans le respect des personnes, bien sûr. Mais on leur donne évidemment la liberté de se taire. Ils ne sont pas obligés de parler dans ces ateliers philo, même si on préférera bien sûr qu'ils y participent. Ils expérimentent également l'égalité dans ces ateliers, parce qu'il y a des règles, on va y revenir, qui insistent très fortement sur la volonté de considérer tous les enfants également comme des interlocuteurs valables, dignes de respect en tant que personnes, même si on n'est pas sur les idées d'accord entre nous. En revanche, on ne porte pas atteinte au respect de la dignité de la personne. Égalité de toutes les personnes qui sont présentes ici. On y expérimente la valeur ou le principe de la laïcité, parce que dans ces ateliers de philosophie, eh bien, chacun peut y penser ce qu'il veut, sous la seule autorité, disons, de la raison, de ce qu'on appelle le meilleur argument. Les enfants ne sont pas simplement là pour dire ce qu'ils pensent, Ce n'est pas seulement la liberté d'expression. Ils sont là aussi pour essayer de penser un petit peu ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? Faire un effort, quand ils avancent une idée, eh bien, de l'expliquer, de la justifier, de l'argumenter. Pourquoi tu dis ça? Tu peux expliquer? On les invite à essayer de commencer lentement, à hauteur d'enfant, eh bien, à penser un petit peu ce qu'ils disent.
Et puis enfin, je voudrais essayer de vous montrer que les ateliers philo eh bien, constituent une expérience de la fraternité dans ses différentes dimensions, particulièrement efficace, particulièrement forte. Mais avant, il faut qu'on se mette un petit peu d'accord sur le sens de ce gros mot, si j'ose dire, ou de ce grand mot. La fraternité, c'est la petite dernière de la devise de la République, hein, celle qui est un petit peu moins connue. Hein. La liberté, on voit à peu près, l'égalité, on voit peut-être à peu près, mais la fraternité, c'est un petit peu plus obscur. Bon, pourtant, vous en connaissez très très bien l'origine. Elle est biologique. Ça vient de la famille, la fraternité. Tout le monde sait ce que c'est. Ça désigne la relation horizontale, sur ce petit schéma, entre des frères et sœurs qui partagent une filiation, c'est le schéma vertical, commune, des parents communs. C'est ça l'origine du mot de la fraternité. On est frères et sœurs parce qu'on a la même filiation. Et puis dans un deuxième sens, plus métaphorique, on en est venu à utiliser le terme de fraternité en dehors du champ familial. Et nos élèves, nos adolescents, nous-mêmes, nous appelons frères et sœurs, non pas parce que nous faisons partie de la même famille biologique, mais pour d'autres raisons. On va y revenir. Donc, la fraternité, c'est d'abord une affaire de famille, et puis c'en est venu à désigner un lien, un sentiment. Hein, c'est la petite affective de la devise de la République aussi. Hein, c'est un sentiment, la fraternité. Mais aussi une valeur, un idéal. Hein, c'est présent dans la Constitution de la Ve République, et même un principe constitutionnel. Et si on la définit comme ce lien affectif ou sentiment qui unit des humains, hein, qui se reconnaissent comme frères ou sœurs, parce qu'ils partagent la même identité, les mêmes idéaux, voire les mêmes combats, frères de combat, frères d'armes, alors on peut commencer à catégoriser les expériences de la fraternité en deux grandes dimensions que vous connaissez très bien. Il y a ce que j'appelle les expériences de la fraternité humaniste. Ça renvoie au sentiment d'appartenance à notre commune humanité. Alors, quelles que soient nos particularités, il se passe de quelque chose de tout à fait particulier lorsque je passe à côté d'un être humain en plein hiver, si on est en métropole, qui est en train d'être sans mouvement sur une plaque d'égout. Je ne passe pas à côté de lui comme je passe à côté de ce téléphone. Expérience de l'empathie et du respect de la dignité humaine. Nous avons quelque chose en commun qui provoque, parce que nous sommes capables de nous mettre à la place d'un autre, eh bien un sentiment d'appartenance tout à fait particulier, même si parfois bien des choses viennent obscurcir ce sentiment d'appartenance. Par exemple, l'habitude de subir des images violentes ou des discours de propagande qui vont nous expliquer que ce ne sont pas nos frères humains. Mais quelque chose en nous, dans notre corps ou dans notre esprit, nous dit quand même que là, ça n'est pas une pierre quand même, cette personne qui est là. L'expérience de face à face des visages que Edwige évoquait tout à l'heure. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, il se passe quelque chose de cette expérience de l'humanité un peu troublante. Tellement troublante que c'est rare qu'on maintienne très longtemps le regard les yeux dans les yeux. Il y en a toujours un qui, au bout d'un moment peut-être, faites l'expérience, tourne un petit peu les yeux. C'est un face-à-face d'humanité. C'est très présent dans les ateliers philo. Quand on met les enfants en cercle dans ce face-à-face des visages, il se passe toujours quelque chose d'un petit peu troublant et particulier qui constitue une expérience de la fraternité. L'expérience de la vulnérabilité aussi est une expérience de fraternité. Dans les ateliers philo, on fait cette expérience-là. On se retrouve devant ces grandes questions sur la liberté, sur l'amour, sur la mort, auxquelles il n'y a pas de réponse immédiate et définitive. On est parfois un petit peu démunis, mais ensemble. On fait cette expérience de ne pas avoir réponse à tout, de ne pas tout savoir, de ne pas être capable de tout faire. Expérience de la vulnérabilité. L'expérience du tact est une expérience aussi de la fraternité humaniste. Le tact, c'est cet art de toucher à distance sans blesser, hein, qu'on a bien du mal parfois nous-mêmes entre adultes à maîtriser. Comment dire quelque chose à quelqu'un, éventuellement lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, sans le blesser, sans l'attaquer personnellement. Il y a de grandes chances que vous ayez des idées, et il y a de grandes chances, puisque vous avez des affects, je fais cette hypothèse, vous avez des sentiments, il y a de grandes chances que vous soyez attachés à vos idées, comme les enfants. Et si on vient commencer à dire du mal de vos idées, de vos croyances, de vos représentations, alors vous risquez d'être blessé. Comment on apprend à discuter ensemble de nos idées éventuellement différentes sans se blesser, en faisant attention à cette humanité que nous avons en commun? Expérience du tact. L'expérience de la tolérance est une expérience de la fraternité humaniste aussi. On y reviendra, pour les ateliers philo, elle est extrêmement présente. L'expérience de l'hospitalité aussi. J'accueille mon frère humain ou ma sœur humaine, indépendamment de ses particularités
Et pourquoi? Parce que nous avons la même appartenance à la commune humanité. Expérience de la solidarité, enfin, qui est très proche, expérience d'appartenance à cette même famille. Bien. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'expérience de la fraternité que vous connaissez très très bien aussi. C'est ce que j'appelle les fraternités communautaires. Alors là, on n'est pas dans les mêmes familles. Ça n'est pas le sentiment d'appartenance à la grande famille des humains, c'est le sentiment d'appartenance à ce que j'appelle des fraternités minuscules, mais très importantes. Nous appartenons toutes et toutes à des familles diverses, selon des critères ethniques, culturels, religieux, sociaux, parfois professionnels, hein, les frères de la côte, c'est des frères pirates, la confrérie des souffleurs de verre, fraternité professionnelle, le corps enseignant, fraternité professionnelle. Sommes-nous frères et sœurs de métier? Oui. On en discute. Bon, chez moi, pardonnez-moi, je travaille principalement dans l'Académie de Versailles. C'est les petits gars d'Anières qui viennent taper sur les petits gars de Gennevilliers, hein, les bleus contre les rouges, à coups de marteau éventuellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont bleus, monsieur. Ils sont bleus. Et toi? Moi, je suis rouge, ouais. Et les bleus, c'est tous des... Et ça remonte à quand, cette histoire, monsieur Bleu, dis-moi? Je sais pas pourquoi. C'est quoi le problème? Ils sont bleus, c'est tout. Okay. Sentiment d'appartenance communautaire. C'est une recette de manager d'entreprise, de professeur, comment dirais-je, d'entraîneur sportif. Hein. Vous voulez créer du nous? Trouvez-leur un eux. Et alors, vous allez créer un très fort sentiment d'appartenance. Il y a d'autres choses qui nous soudent les uns aux autres, heureusement, pas simplement l'ennemi commun. Mais c'est vrai que ça marche pas mal. Voilà. Et puis, bien sûr, je l'ai évoqué, il peut y avoir voilà, une appétence culturelle. Hein, ici, sentiment d'appartenance très fort dans le stade de l'Olympique de Marseille. Mais on aurait pu aller partout ailleurs. Hein. L'autre jour, on est passé devant un stade de football, il y avait les bleus, les rouges, les verts, les jaunes. Je ne sais pas s'ils avaient un très fort sentiment d'appartenance. Bref. Pour finir donc sur les différents sentiments d'appartenance, ici bien sûr c'est une allusion au sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens. Même question que tout à l'heure. Nos élèves ou nos adolescents ont-ils le sentiment d'appartenir à la communauté des citoyens de la République? Des qualités éthiques, civiques, qui sont au programme de la transmission des valeurs, qui sont au programme de l'enseignement moral et civique. Ça développe quoi? Le fait de discuter de ces grandes questions existentielles. La vulnérabilité, on l'a dit tout à l'heure, mais la tolérance, c'est un formidable laboratoire de tolérance pour nos enfants. Ils y apprennent pacifiquement, à hauteur d'enfant, à apprivoiser un petit peu leurs différences de représentation sur le monde, sans que ça se génère, comme c'est souvent le cas, de l'exclusion violente. Quoi. On n'y est pas d'accord, et on essaye d'en discuter dans un cadre extrêmement protecteur. Donc c'est un formidable laboratoire qui développe la tolérance, qui développe l'empathie aussi, je l'évoquais tout à l'heure. Parce que pour être en désaccord avec un enfant et critiquer son idée, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut l'avoir comprise. Et pour l'avoir comprise, eh bien, il faut être, c'est ça l'empathie cognitive, rentrer dans l'esprit de cet enfant qui développe cette idée pour la comprendre. C'est donc un laboratoire d'éducation à la tolérance, d'éducation à l'empathie, d'éducation à la solidarité, parce qu'on voit peu à peu que les enfants, pour pouvoir répondre à ces grandes questions-là, si difficiles, eh bien, ils ne le font pas tout seuls. Ils se mettent à le faire ensemble. C'est une pratique qui développe la coopération et l'entraide. Et puis enfin, pour finir, c'est une pratique qui développe le sentiment d'appartenance à la communauté des humains. Pour quelle raison? Eh bien parce que les enfants se rendent compte, quand on leur demande, c'est vraiment flagrant, les enquêtes qu'on a menées sont tout à fait évidentes de ce point de vue-là, ils ont tout à fait conscience du fait qu'ils sont en train de se poser des questions que les humains se sont toujours posées avant eux. Ils ont tout à fait conscience également de se poser des questions que tous les enfants du monde, et Edwige va vous en donner une démonstration, se posent également à l'heure actuelle. De sorte qu'on peut considérer, et c'était l'enjeu de ce que je voulais vous dire dans ces quelques minutes, que la discussion à visée philosophique, c'est une expérience en acte des différentes formes ou dimensions de la fraternité qu'on a essayé de croiser et
que de ce point de vue-là, c'est un dispositif qui remplit le contrat que j'évoquais tout à l'heure. Cela permet de cultiver en acte la valeur de la fraternité, sans avoir à leur imposer ce que c'est, mais en leur proposant tout simplement de l'expérimenter. Je redonne la parole à Edwige pour qu'elle puisse, dans la même veine, si j'ose dire, vous parler d'un dispositif qui permet lui aussi, à sa façon, de cultiver la fraternité. Merci Christian. Donc dans cette dernière partie de la conférence, et avant de vous donner la parole, on voudrait vous montrer un exemple extrêmement concret d'un atelier de philosophie qui a été mené avec une quinzaine de classes du monde entier à partir de la lecture du même récit que vous voyez là. Et il est là, voilà. C'est un texte que vous connaissez peut-être ou pas, parce que c'est un texte qu'on peut faire en classe de terminale. C'est un mythe qui a été écrit par Platon, voilà, et qu'on trouve dans la République. Vous vous souvenez peut-être de la caverne? C'est le mythe de Platon le plus connu. Et dans la République, il y a d'autres mythes, et il y a notamment l'anneau de Gigès. Et ce que je vais vous montrer là, c'est comment on peut, et de façon extrêmement concrète, ce que je vous dis là, c'est vrai, hein. Si vous notez le dispositif, vous pouvez le faire la semaine prochaine dans la classe. C'est un dispositif extrêmement simple et qui, vous allez voir, fonctionne à tous les coups. Bon. Donc, on vous mettra à votre disposition un article que j'ai rédigé, Platon au programme des ateliers de philosophie à l'école primaire, à partir de l'anneau de Gigès, un exemple de laboratoire de pensée. C'est donc condition de la recherche, hein. Donc c'est une recherche-action qui est toujours en cours. Donc on a mené le même atelier, celui que je vais vous décrire, voilà, d'une heure, atelier de philosophie d'une heure, à partir de la lecture de ce texte de Platon, et dans, vous voyez, une quinzaine de classes du monde entier. L'idée, c'était d'avoir vraiment des classes avec des milieux sociaux, économiques, culturels extrêmement différents les uns des autres. Aux deux extrêmes, vous avez Monaco, l'école qui est en bas du rocher, avec les enfants les plus riches du monde, les footballeurs, les milliardaires russes, etc. Et des classes au Bénin, voilà, 80 enfants à Boïcon, sous la Palabre. Ces enfants ont vécu le même atelier, et on va les regarder. Est-ce que, sur justement une question qui n'est pas scientifique, question sur, on va voir, la liberté, la justice, la loi, est-ce que ces enfants de conditions économiques, socio-culturelles extrêmement différentes les uns des autres vont développer des idées, des questions très différentes les unes des autres, ou est-ce qu'on ne va pas retrouver ce qu'on appelle des philosophèmes universaux? Finalement, on se pose les mêmes questions, on a les mêmes idées et on a les mêmes controverses à l'intérieur des classes. On va regarder. Je vous les présente, hein, voilà. Monaco, c'est d'ailleurs la photo qui fait l'affiche de la conférence. Le Bénin, vous voyez, 80 enfants sous la Palabre. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande, le Liban, et les classes ont correspondu les unes avec les autres pour faire le compte-rendu de ces ateliers. Le dispositif, il est le suivant. On commence l'atelier, alors en rappelant les règles, hein, j'y reviens pas, on se pose une question que les hommes se posent depuis toujours, les règles de la discussion, et on y va en commençant par lire l'histoire jusqu'à ce que. Donc je lis l'histoire jusqu'à un moment précis. Je vous le conte, hein, l'histoire. Il était une fois. Il était une fois Gigès, un berger, qui était au service du roi. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un tremblement de terre, le sol se fend en deux et il se forme une grande ouverture près de l'endroit où Gigès garde son troupeau. Donc Gigès, il garde son troupeau, il y a un tremblement de terre, le sol s'ouvre en deux et il peut voir ce qu'il y a sous terre. Il descend. Et qu'est-ce qu'il voit sous terre? Allongé par terre, le cadavre d'un géant. Un géant mort. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gigès s'approche, prend la bague, met la bague à son doigt, qui prend instantanément la taille du doigt de Gigès, et part sans prendre autre chose. Quelques jours plus tard, nous dit Platon, Gigès se rend à une réunion avec ses camarades bergers, où ils discutent ensemble de l'état des troupeaux. Et pendant la réunion, Gigès, il n'écoute pas beaucoup. Il joue avec sa bague. Et là, je fais ça aux enfants, je dis, ben, Gigès, il est un petit peu comme nous aujourd'hui, vous voyez, réunion, ils sont en cercle, hein. Réunion avec vos camarades bergers. Vous faites les autres bergers,
et moi je fais JGES. Vous voyez? Elle est prête depuis ce matin, hein, d'accord? Seul matériel, matériel dans votre fiche de préparation, bague. Voilà. Bague. Et qu'est-ce qui se passe, nous dit Platon? Pendant la réunion, Gygès, il joue avec sa bague. Et sans le faire exprès, il tourne la bague à l'intérieur de la main. Aussitôt, il devient invisible. Et les autres bergers parlent de lui comme s'il était parti. Gygès fait l'expérience plusieurs fois. Il retourne la bague vers l'extérieur de la main, il redevient visible. Gygès découvre que la bague a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. Il suffit de tourner l'anneau. Et là, je dis aux enfants, je vous lis la fin dans 10 minutes. Et pendant 10 minutes, le dispositif, hein, vous allez vous mettre par petits groupes. Voilà. Alors là, les groupes, vous les constituez comme vous voulez, la taille, etc. Mais 10 minutes de réflexion, petit groupe, et je leur pose 2 questions. Pendant 10 minutes, vous allez réfléchir tous ensemble à ces 2 questions. À votre avis, que va faire Gygès? Si un berger, il a une bague qui rend invisible, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Et deuxième question, et vous? Alors, c'est pas un vous intime, hein, c'est un vous imaginaire. Hein, hein. Si vous aviez la bague pendant toute une journée, demain, vous vous réveillez, sur la table de la cuisine, il y a l'anneau de Gygès, avec un post-it, tu l'as pour 24 heures. Ah, même dans votre tête, essayez de réfléchir. Oh. Voilà. Donc, vous les mettez par petits groupes, faites l'expérience à l'anneau de Gygès. Hein. Voilà. Vous les mettez par petits groupes, vous les laissez macérer 10 minutes, ça rigole dans les groupes. Ça commence à rigoler, voilà. Et on reprend en grand groupe. Et on lit la fin. Première question, que va faire Gygès? Il donne des exemples. Je leur lis la fin. Alors, dans l'anneau de Gygès, Gygès va au château du roi, il séduit la reine, il tue le roi et il prend le pouvoir. Voilà, l'anneau de Gygès. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, là, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que tous les enfants du monde disent quand ils s'imaginent être invisibles pendant toute une journée? Vous voulez savoir? Ben, vous allez voir, je pense que c'est à peu près la même chose qu'il y a eu dans votre tête, un fragment de seconde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va avoir au tableau? On va avoir catégorie, exemple, idée retrouvée dans toutes les classes. D'abord, on transgresse tous les interdits possibles pour soi. Voilà. Journée de l'égoïsme, voilà. Le vol. Voilà. Alors, vous pouvez calculer votre âge mental. Si pendant 30 secondes, vous avez dit voler des bonbons, vous avez 7-8 ans. Voilà. Si vous avez pensé à des objets ados, voilà. Et je le fais aussi en formation à l'IUF, à l'INSPE, j'ai toujours fait, moi. À l'INSPE, voilà, la banque. Voilà. Les adultes, c'est la banque. Voilà. Mais voler, vous l'avez, au tableau. La fraude aux moyens de transport, toutes les classes. Voilà. Même à Monaco, ils ont un jet privé, ben, ils fraudent quand même. Voilà. Voilà. Faire le tour du monde gratuitement, prendre le train pour aller à Disneyland, parce que quand on est invisible à Disneyland, on ne fait pas la queue. Ils pensent à ça, tout ça. Voilà. Donc, fraude aux moyens de transport. L'espionnage. Voilà. Allez écouter ce que les copains, les copines disent de moi quand je ne suis pas là. Les ados, les garçons, vestiaire des filles. Les filles, les stars dont elles sont fans dans leur intimité. Et les adultes, les lieux de pouvoir. Voilà. Chez les ados, je vous montrerai une trace écrite à Bamako en 3e, la zone 51. Allez voir des lieux secrets, etc. Faire des blagues, faire peur, se venger. Voilà. Donc faire des blagues, ça peut être juste rigolo, pour faire rigoler, tout ça, se faire rigoler. Des fois, c'est proche de la vengeance. Alors, une fois, j'ai eu... Alors, tu fais des blagues à qui? À la maîtresse. Okay. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Eh ben, je m'approche d'elle, je lui touche les cheveux, et elle a tellement peur qu'elle fait une crise cardiaque. Voilà. Là, vous récoltez. Alors, je vous fais en un quart d'heure un atelier d'1 heure. Hein. Donc là, c'est une ruse pédagogique. Ils se sont imaginés invisibles pendant 10 minutes et vous récoltez au tableau tous les exemples de transgression des interdits. Dont tu es la maîtresse, quand même, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et évidemment, se faire plaisir, échapper aux contraintes. Ils ne vont pas à l'école, sauf pour se venger de la maîtresse. Aller, voilà, sortir la nuit, manger des bonbons, voilà, conduire la voiture, tout ce qui est interdit. Et puis, deuxième catégorie, donc ça, vous en avez plein,
Et puis deuxième catégorie, alors ils vont transgresser les interdits, mais attention, c'est pas pour soi, c'est pas la journée de l'égoïsme, c'est la journée de la justice. Voilà. Et là, le vol, les Robins des Bois. Je vole, hein, mais c'est pas pour moi, je redistribue. L'espionnage des lieux de pouvoir pour révéler au monde des secrets cachés. Et le meurtre. Entre 2016 et 2020, systématiquement, j'avais Donald Trump. Alors, et en ce moment, en France, j'ai Zemmour. Je vais avoir Macron aussi. En Turquie, j'ai eu Erdogan. Et au Mali, j'ai eu le président pour la justice et la démocratie. Vous voyez, là, vous êtes en train de récolter du matériel sur lequel on va pouvoir réfléchir quand même après. Hein, vous voyez? Bon. Juste sur la particularité, ça c'est universel. Il y a des particularités. Par exemple, la fraude aux moyens de transport, en Afrique, ils rajoutent sans visa. Voilà. Donc on trouve des particularités, mais sinon ça c'est complètement universel. CE2 à Creil, alors j'ai pas le temps de lire, vous regarderez précisément quand on vous donnera le PDF, hein, écouter les conversations des autres, récupérer des objets confisqués par la maîtresse, conduire une Ferrari, voilà, faire le tour du monde gratuitement, etc. Là, vous voyez, à Bamako, voler la valise nucléaire pour faire du chantage et récupérer des richesses. Voilà. Là, aller à Cuba, se faire plaisir, faire des blagues, espionner, tuer les présidents pour la planète et pour la démocratie, prendre le pouvoir, et pour la justice, hein, aider la police, ou alors libérer les prisonniers, par exemple mon cousin. Voilà. Vous avez les mêmes. Et là, en Turquie, vous voyez, hein, c'est les mêmes tableaux. Voler, tricher, espionner, se venger, pour soi ou pour les autres. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Maintenant, on a bien rigolé, vous avez 25 minutes d'atelier sur 1 heure. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle en philosophie scénario 1. Il y a plusieurs façons de faire, c'est vous qui choisissez. Mais scénario 1, il y a ce qu'on appelle la cueillette de questions. Alors, il faudrait prendre du temps en formation hein, pour vous former à ces gestes professionnels, mais en gros, voilà la consigne. On dit aux enfants, bon, vous vous êtes imaginé invisible une journée. Regardez votre tableau. Ça triche, ça vole, pour soi, pour les autres. Vous allez réfléchir, ça c'est individuel, vous notez sur votre cahier une question philosophique qui pourrait faire l'objet d'une discussion entre vous. On peut prendre des thèmes, hein. Quel thème ça soulève? La liberté, la justice, le vol, etc., etc., la triche. Bon. Ils réfléchissent. On va noter les questions au tableau et ils vont voter. Et la séance suivante, on fera la discussion sur la question qui a été votée par les enfants. Voilà des critères, on leur dit, hein, c'est une question qui doit être universelle, intemporelle, très importante quand on est un être humain, et non scientifique, qui va faire objet d'une discussion. Je vous montre quelques questions, vous allez voir, c'est impressionnant. Hein. Là, en Turquie, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Vous voyez les questions qu'ils ont formulées. Est-ce que le pouvoir change les hommes? Est-ce que on peut faire le mal pour le bien? Est-ce que le pouvoir rend mauvais? Peut-on mettre des limites aux lois? Est-ce que la société rend les hommes meilleurs? Et ils ont voté, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Ça, c'est des quatrièmes, ils ont 12 ans, 12-13 ans. Le français n'est pas leur langue maternelle. Ils font des ateliers philo. C'est un lycée français turc. Voilà. Le français n'est pas la langue maternelle et ils font des ateliers philo depuis la 6e. Parce que la professeure de lycée de terminale fait des ateliers philo et donne des ateliers philo depuis la 6e. Je vous emmène au Sénégal. Alors là, c'est des enfants, c'est la première fois qu'ils faisaient un atelier philo. Vous voyez pas bien, je vais vous les lire. Alors des CM2, hein, 10 ans. Est-ce que ce serait bien si on pouvait faire tout ce qu'on veut? Est-ce que ce serait bien de pouvoir vivre dans un monde où il n'y a aucune loi, aucune règle? Pas sûr. Faut voir. On va avons-nous, deuxième question, avons-nous besoin des lois? C'est vrai ça après tout. Ah, est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde où il n'y aurait aucune loi, aucune règle? Sacrée question ça. Et donc à quoi ça sert les lois et les règles? S'il y en a. Si on ne peut pas vivre sans, ben c'est quoi une loi juste? Bon. Et la troisième, elle est super belle. Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? Elle est super belle. CM2, elle est super belle parce que, si j'ai le temps de 30 secondes, dans la République de Platon, la Nodjijas arrive à un moment de dialogue entre Socrate, ici, et un autre personnage qui s'appelle Glaucon. Ça fait toujours rigoler les élèves. Glaucon. Bon.
Et Glaucon soutient à Socrate que personne ne fait le bien intentionnellement. Si les hommes font le bien, c'est parce qu'ils y sont obligés par la loi et la peur d'être punis. Si un homme avait la possibilité de faire tout ce qu'il veut sans être puni, il se précipiterait vers le mal. Et c'est là que Glaucon raconte à Socrate la note Gygès. Regarde Gygès, il a une bague qui rend invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le roi et devient despote. Et Socrate lui répond, peut-être, mais imagines-tu Gygès heureux? Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? C'est la même question. Et Nouméa, regardez, on est en 6e, l'homme est-il bon ou méchant? C'est pas une question, ça. Voilà. À quoi ressemblerait un monde sans loi et qu'est-ce qu'un pouvoir juste? Vous voyez, hein, ils sont capables de vraiment de formuler des super questions. Si vous ne vous sentez pas de faire la cueillette de questions parce que ça vous semble trop compliqué pour vos élèves et que vous n'avez pas envie de vous retrouver à animer un atelier à partir d'une question que vous n'avez pas choisie, ce qui est tout à fait légitime quand on débute, eh ben, on peut très bien, vous voyez, scénario 2, question posée directement par l'enseignant pour lancer les discussions sur le thème de son choix. Vous pouvez très bien dire aux enfants, bah, regardez votre tableau, bah, maintenant on va réfléchir, pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez? Vous vous êtes imaginé invisible, une journée où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, regardez votre tableau. C'est pile ce que les adultes vous obligent ou vous interdisent de faire. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vous obligent d'aller à l'école? Pourquoi ils vous obligent de ne pas manger trop de bonbons? Pourquoi ils vous obligent? Pourquoi on ne peut pas voler, frauder dans les magasins? Et donc, c'est des ateliers sur la fonction des lois et des règles. Et puis, se poser aussi la question de savoir si, est-ce que toutes les règles sont justes? Différence entre le légal et le légitime. Ça peut arriver, hein. Les règles, des fois, elles sont justes, elles ont une fonction. Ça peut arriver aussi que des règles soient injustes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vous laisse avec ces questions. Vous dormirez bien cette nuit. Voilà. Voilà. À quoi ressemblerait un monde sans loi? C'est une autre question qu'on peut poser aux enfants. C'est une super question. Ou alors, on peut les interroger sur la question de la morale. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de transgresser la loi quand nous sommes seuls? La loi morale ou la loi légale, hein. Si vous trouvez un portefeuille dans la rue avec plein de billets et une carte de visite, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher ou pas de le rendre à son propriétaire? Ah, bah là, là, là. Ouais, ça dépend. Est-ce que ça dépend de la somme ou est-ce que ça dépend de la carte de visite? Si c'est celle de Trump, par exemple, est-ce que ça change? C'est une sacrée question. Est-ce que ça change quelque chose? Ah, bah je sais pas. Est-ce que c'est une question de principe? Bon, on va pas faire l'atelier, hein. Est-ce que c'est une question de principe? Emmanuel Kant sort de ce corps, quelles que soient les circonstances, voilà, quelle que soit la somme et quelle que soit la personne, je dois le rendre. Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais qu'on me fasse. C'était mon portefeuille. Même si je suis Donald Trump, je voudrais qu'on me le rende. Donc, je dois le rendre. Et alors, il y a plein... On est beaucoup à pas trop être kantiens quand même, hein. Et enfin, ça va quand même dépendre, hein. Éventuellement de la somme et éventuellement de la personne à qui appartient le portefeuille. Bon. Allez, je vous montre des adaptations. Vous pouvez retrouver la note Gygès dans ces différents manuels de philo pour enfants. Et je termine, quand je suis allée au Bénin, donc je suis arrivée avec la note Gygès, hein, c'est un conte, voilà, philosophie occidentale, et ils m'ont offert un conte béninois qui s'appelle Le planteur et la bague. C'est l'histoire d'un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut sans être puni. Il n'y a pas l'invisibilité, mais c'est en fait, c'est la même expérience de pensée que la note Gygès. Universalité des récits, hein, universalité de la philosophie. On termine sur cette diapo. Voilà, c'est ce qu'on voulait essayer de défendre aujourd'hui, c'est que les ateliers de philosophie permettent ainsi de faire vivre en acte aux enfants un idéal laïque de fraternité. Pas par l'incantation, mais par l'expérience. Voilà. Au-delà de nos différences particulières, il ne s'agit absolument pas de nier, bien au contraire, hein, mais nous sommes unis aussi par le lien de la raison et des récits. Nous nous posons les mêmes questions et nous inventons même les mêmes histoires pour nous guider dans notre quête de sens. Et c'est une valeur de l'UNESCO, hein, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Et sur les valeurs, et on termine voilà, par cette phrase de Mandela, l'éducation est l'arme la plus